le milieu intérieur. C'est des dés qu'on va essayer de composer en deux parties. Donc la première partie concerne essentiellement le milieu intérieur, donc vous aurez un certain nombre d'équations à connaître. Donc pour commencer, on va dire que comment la concentration molaire d'une substance dissoute par litre de solution, par exemple le glucose, vous prenez le glucose, si vous, on va essayer de passer en mode unique, voilà. Donc, voilà. Pour la définition, donc si je mets une certaine concentration de glucose dans le milieu, donc vous prenez par exemple vous prenez 1 litre d'eau, 1 litre, donc 1 litre, et au fond ici, au fond vous mettez 1 gramme de glucose, et vous remplissez à 1 litre, jusqu'au moment où vous avez 1 litre, donc vous ne faites pas la vous déterminez une concentration, donc si vous mettez 180 grammes, donc 180 grammes, vous avez une mole, ça donne une mole. 180 grammes, c'est le poids moléculaire de glucose. Donc vous le mettez dans 1 litre d'eau distillée, vous agitez, on agite, et on obtient une solution molaire, 180 grammes. Alors si je mets 1 gramme dans 1 litre d'eau, ça me donne quoi? 5,6 millimolaires. Donc vous utilisez simplement la règle de 3 ici. Alors les unités de mesure de concentration des solutions, donc voilà les poids moléculaires. NaCl par exemple c'est 5,5, donc si vous mettez ça dans une solution, dans 1 litre d'eau, il vous donne une solution molaire de NaCl. Donc pourquoi? Parce que tout simplement le poids moléculaire étant de 5,5 grammes. Alors l'osmolarité, si vous voulez exprimer l'osmolarité, donc contrairement à la molarité, c'est le nombre de particules. Alors le nombre de particules, par exemple, le NaCl va libérer 2 osmoles, le sodium et le chlore. 2 osmoles, alors que le CaCl2, il libère 3 osmoles. 3 osmoles, donc pourquoi? Parce que 2 du chlore, vous avez 1 de calcium et ainsi de suite. Donc vous multipliez la molarité d'une substance par le nombre de particules et vous obtenez l'osmolarité. Il suffit de multiplier la molarité. Donc si vous voulez avoir l'osmolarité, il vous faut la molarité. Et la molarité, c'est multiplié par le nombre de particules, vous donne l'osmolarité. Alors pour l'équivalent, on ne regarde pas les particules, on regarde les charges. On peut exprimer la concentration en équivalent si on veut déterminer le potentiel électrique. Donc ici par exemple NaCl, il libère 2 équivalents. Pourquoi? Donc, parce que vous avez charge plus ici, charge moins ici, vous avez 2 équivalents. Pour le calcium, vous avez 4 équivalents. Pourquoi 4 équivalents? Parce que le calcium étant chargé 2 fois, donc puis vous avez les charges du chlore, donc 2 fois chlore, 2 de Cl-, donc 2 charges moins, plus une charge du calcium. Or, comme le calcium étant chargé positivement, avec 2 charges plus, ça veut faire 4. Donc 4 équivalents. Donc vous voyez ici que le glucose n'a pas de charge, sa charge est égale à 0, donc il n'a pas de concentration en équivalent par litre. Donc on peut exprimer une concentration soit en molarité, soit en osmolarité, soit en équivalent. Alors l'osmose, c'est le processus qui permet le passage d'eau de part et d'autre de la membrane cellulaire. Alors, ça vous le savez, vous l'avez étudié, on sait qu'une substance comme le glucose passe du milieu le plus concentré vers le moins concentré. Je vous ai expliqué ça tout simplement parce qu'il y a un gradient de température. Et donc, lorsqu'il y a un gradient de concentration, le soluté va passer de l'autre côté. Donc, si vous mettez par exemple une substance X ici à très forte concentration, et vous la mettez dans l'eau, donc là, cette substance va passer du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. Parce que vous avez ici une agitation moléculaire et les substances vont passer de l'autre côté pour atteindre l'équilibre et le système va s'arrêter lorsque la concentration ici est égale à la concentration là. Donc dans les 2 compartiments, lorsque les 2 concentrations sont les mêmes, à ce moment-là, le passage d'une substance dans ce sens est contrebalancé par le passage de l'autre côté.
Alors maintenant, si vous mettez une substance ici, et vous mettez une membrane imperméable, mais cette substance ne traverse pas la membrane, dans ce cas-là, c'est l'eau qui va passer, et vous aurez une augmentation de ce niveau-là. Donc, et ce niveau-là va baisser, et ce niveau-là va augmenter. Alors, on va dire que lorsqu'une substance est imperméable à travers une membrane, alors c'est l'eau qui passe, il y aura une diffusion d'eau, la substance va appeler l'eau de ce milieu-là où il n'y a pas de substance. Alors, donc voilà, on va prendre un exemple. On va mettre par exemple les molécules de glucose. Je prends ici les molécules de glucose ou du saccharose, c'est la même chose. On va mettre du saccharose dans un milieu. Et vous voyez que les molécules de glucose, elles sont très concentrées dans le compartiment B, alors que les molécules de glucose sont très faibles dans la concentration et faibles dans le compartiment A. Alors pour atteindre l'équilibre, qu'est-ce qui va se passer? Donc il va y avoir un passage de substance du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. Mais si la membrane est perméable et sélective, dans ce cas-là, à ce moment, il va y avoir passage de molécules. Mais si la membrane n'est pas perméable, alors à ce moment-là, c'est l'eau qui va passer. Vous voyez ici que l'eau se déplace par osmose vers la solution la plus concentrée. Si la membrane est perméable, on va avoir le niveau d'eau le même et donc les substances vont passer du milieu le plus concentré vers le moins concentré. Si maintenant la membrane n'est pas perméable au glucose, s'il n'est pas perméable au glucose, à ce moment-là, c'est l'eau qui va passer et le niveau d'eau va augmenter. On parle ça de la pression osmotique. Parce qu'une pression, c'est une force qui fait monter l'eau, c'est la pression osmotique. Alors, la pression osmotique est celle qu'il faut appliquer à B pour s'opposer à A. Alors, si vous avez un piston ici, si vous avez un piston et vous appuyez ici avec une force, on va appeler ça P, une force P. Si vous appuyez sur ça avec un piston, alors le niveau d'eau va baisser jusqu'au moment où il arrive là. Alors la pression la force que vous appliquez pour revenir à votre niveau initial, à ce moment-là va monter jusque là. Alors la pression que vous exercez, c'est ça la pression osmotique. C'est une force qu'on doit exercer pour s'opposer à l'osmose. L'osmose, c'est quoi? C'est le passage d'eau. Et la pression osmotique, c'est la pression qu'il faut appliquer pour annuler l'augmentation d'eau, donc pour abaisser ce niveau d'eau. Donc, je vais vous donner un exemple pour bien comprendre ça. Vous voyez que, par exemple, ici, on met de l'eau. Ici, on met solution de saccharose. Donc, comme je vous ai dit, le saccharose, ici, donc, il est là, cette membrane, et on met une membrane ici, au fond. Et cette membrane est imperméable au saccharose. Alors, lorsque je mets 10 millimolaires de saccharose ici, dans une solution, donc ici, 10 millimolaires, voilà la concentration en millimoles, 10 millimolaires. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Alors, comme je vous ai dit, dans ce cas-là, l'eau va monter, il va monter, et vous allez exercer une pression pour revenir à l'état initial. Et la pression qu'il faut exercer, c'est 244 hectopascales. 244 hectopascales, c'est la pression qu'il faut exercer sur cette colonne-là pour qu'il revienne à l'état initial. Donc, on va dire que le saccharose provoque une pression de 244 hectopascales. Pression sur le piston qu'il faut exercer. C'est quoi la pression osmotique? C'est la pression qu'il faut exercer par le piston pour revenir à l'état normal. Alors, si je prends maintenant la même concentration, mais je change le produit, je mets par exemple du NaCl, donc ici je mets NaCl, ici il n'y a que de l'eau, à ce moment-là, la pression que je dois exercer n'est pas de 244, mais 453. Donc c'est presque le double, qu'il faut exercer. Alors pourquoi, quand je mets 10 millimolaires de saccharose, il faut exercer une pression de 200 et quelques, 244, alors que lorsque je mets du NaCl, il faut que j'exerce une pression presque le double. Alors tout simplement, donc on va expliquer ça. Voilà,
Donc l'osmolarité, si vous voulez avoir l'osmolarité, il faut connaître la molarité. C'est le nombre de particules du sous. Donc, exemple, si je prends 150 millimolaires de NaCl, la pression osmotique, ou l'osmolarité, pardon, c'est pas la pression osmotique, il y a une différence entre l'osmolarité et la pression osmotique qu'on va définir tout à l'heure. L'osmolarité, c'est 300. Pourquoi? Tout simplement, c'est la concentration molaire multipliée par le nombre de particules. NaCl libère 2 particules. Donc, je multiplie 150 multiplié par 2, ça me donne 300 milliosmoles. Donc, l'osmolarité, ici, étant de 300 milliosmoles par litre. Donc, voilà l'osmolarité. Alors, je reviens à l'exercice d'avant. Je vais calculer l'osmolarité de 10 millimolaires de saccharose. Donc, voilà comment je calcule. Le saccharose, il est soluble dans l'eau, en solution, il ne se dissout pas. Donc, une molécule de saccharose donne une seule particule. Une seule particule. Donc, si j'ai la concentration molaire, de saccharose, donc je peux la transformer en osmole. Et vous voyez ici, dans cet exemple, c'est que l'osmolarité est égale à, donc c'est la même que la pression, que l'osmolarité, c'est la même que la concentration molaire. Même que la concentration molaire, puisque le glucose ne se dissocie pas, ou le saccharose ne se dissocie pas, le saccharose ne se dissocie pas, il donne toujours une particule, donc je multiplie 1 par la concentration molaire, voilà, et ça me donne 10 milliosmoles. Donc, 10 milliosmoles de saccharose, c'est 10 millimolaires. 10 millimolaires multiplié par 1 donne 10 milliosmoles, donc la concentration molaire ici, du saccharose, c'est la même, donne la même valeur en milliosmoles, la même valeur d'osmolarité. Alors pour NaCl, c'est un peu différent. Pour le NaCl, lui, il se dissocie 2 fois. Cg 10-3 moles par litre de concentration molaire, donc 10 molaires par mètre cube par litre, même chose. Je dois multiplier par le nombre de particules. Cette molarité, pour obtenir l'osmolarité, je dois multiplier par le nombre de particules. Dans ce cas-là, donc l'osmolarité, c'est le double de celle du saccharose, c'est 20 milliosmoles. Pourquoi? Parce que vous avez la concentration molaire multipliée par 2 est égale à 20 milliosmoles. Donc c'est facile à comprendre. L'osmolarité dépend d'un certain nombre de facteurs, bien sûr. L'osmolarité dépend de la concentration, donc, comme je vous ai dit, mais il dépend du nombre de particules dissociées. Alors, voilà, donc j'arrive à un point qui est très important. Le nombre de particules formées par la dissociation d'une molécule de soluté. Donc je dois corriger à chaque fois une substance, lorsque vous mettez par exemple NaCl dans le milieu. NaCl, c'est une poudre. Vous la mettez dans l'eau. La plupart des cas, vous n'avez pas une dissociation totale. Il vous reste toujours quelques particules dans l'eau que vous voyez avec vos yeux qui ne se dissocient pas. Et lorsque vous mettez par exemple du chlorure de potassium, vous pouvez avoir des particules aussi en solution. Donc, si je passe d'une solution à une autre, le degré de dissociation va varier. Alors, les chimistes, ils vont déterminer ce qu'on appelle un facteur de correction, qui tient compte de ce degré de dissociation. Alors, pour que vous compreniez bien, voilà. Alors, l'osmolarité, qui est différente, donc l'osmolarité, c'est N sur V, donc concentration, N sur V, un nombre de moles donc c'est, multiplié par I, qui est le nombre de particules formées. Donc, pour le sodium NaClC2, pour le CaCl2, donc vous savez le nombre de particules c'est 3, et ainsi de suite. Et vous devrez multiplier l'osmolarité, si vous voulez être correct, vous devrez multiplier par phi. Phi, c'est le coefficient osmotique, ou bien le facteur de correction, c'est-à-dire qui tient compte de la dissociation. Alors, pour que vous compreniez bien, encore de plus, voilà. Si je mets le MgCl2 dans une solution dans l'eau, il ne se dissocie pas tout à fait. Il se dissocie, mais il faut
il reste un petit peu. Donc on doit tenir compte de ce petit peu de MgCl2 qui ne se dissocie pas. Alors le facteur de correction phi, il faut multiplier l'osmolarité. Si vous voulez avoir la vraie valeur, il faut multiplier l'osmolarité, donc le nombre de particules multiplié par la concentration molaire, il faut le multiplier par le facteur de correction, si vous voulez avoir la vraie valeur d'osmolarité. Et le facteur de correction pour MgCl2 a été établi pour toutes les substances chimiques. Il faut utiliser 0,89 comme un facteur, sachant que le I, le nombre de particules pour le MgCl2, c'est 3. Donc vous voyez que 2 chlore et un magnésium. Pour le NaCl, I est égal à 2, mais le facteur de correction est 0,93%. Donc vous voyez, si je compare le MgCl2 et le NaCl2, alors celui qui se dissocie le mieux, c'est le NaCl. Et lui qui se dissocie moins, c'est MgCl2. Donc c'est là ce que ça veut dire le facteur de correction. Alors si I est supérieur à 1, le soluté se dissocie en solution, phi est égal à 1, c'est 100% de dissociation. Si la dissociation est totale, vous utilisez 1. Si je vous dis par exemple dans votre exercice, calculez l'osmolarité d'un, sachant que ce produit chimique se dissocie totalement. Dans ce cas-là, si je vous dis qu'il se dissocie totalement, il faut prendre le facteur de dissociation égal à 1. Alors, si I est égal à 1, ça veut dire que le soluté ne se dissocie pas, le glucose, donc le facteur de dissociation c'est 1, le glucose, ou là, phi est égal à 1, il n'y a pas de correction à faire. Vous ne corrigez pas, ça veut dire la dissociation est totale. C'est ça ce que ça veut dire I égale à 1. Alors, donc, on a déterminé la concentration molaire. D'accord? Concentration molaire, donc, on l'a déterminé, donc il suffit de connaître le poids moléculaire. Si vous voulez avoir l'osmolarité, donc si vous voulez être correct, vous multipliez par la concentration molaire par le nombre de particules. Si vous avez une correction à faire, vous multipliez par la correction pour obtenir l'osmolarité. Si vous voulez la pression osmotique, attention, pression osmotique. La pression osmotique, c'est une force. La pression osmotique, c'est une force. Donc, si vous voulez déterminer la pression osmotique, il vous faut l'osmolarité, il vous faut la concentration molaire, il vous faut le poids moléculaire. Si vous voulez faire un exercice, avant d'arriver à la pression osmotique, vous devrez connaître qu'est-ce que c'est que le poids moléculaire, qu'est-ce que c'est qu'une concentration molaire, qu'est-ce que c'est qu'une osmolarité. Et à ce moment-là, vous pouvez calculer la pression osmotique. C'est une force. Alors, dans ce cas-là, vous prenez l'osmolarité, ici, voilà l'osmolarité, c'est-à-dire N sur V, qui est la concentration molaire multipliée par I multipliée par phi, et vous la multipliez par RT, qui est R étant la constante de gaz parfait, et T c'est la température. Vous exprimez ça en Pascal, je vous donnerai un exemple. Voilà, la pression osmotique, on le calcule en Pascal. Alors regardez, voilà. Donc vous avez ici les unités qu'il faut, donc que vous connaissez très bien, avec R égale à 8,31. Pression en atmosphère est égale en Pascal en millimètres de mercure, donc vous pouvez changer, sachant que la pression. La température, c'est toujours 273,5 sans unité, donc vous devez tenir compte de la température, sans unité, voilà. Et vous devrez tenir compte de ça, vous tenir compte de facteur de correction, comme je vous ai dit. Alors, je vais calculer maintenant la pression osmotique de tout à l'heure de l'exemple de 10 millimolaires de glucose, de saccharose, pardon. Saccharose, 10 millimolaires. Alors, je vais donc utiliser la détermination de 8,3, c'est le R. La température, je fais l'expérience à 20 degrés, donc voilà la température grand T. Multiplié par 10 la concentration molaire, multiplié par le facteur de correction, multiplié par le nombre de particules. Donc voilà comment je calcule ma pression, ma force osmotique. Il me donne une valeur de 2403,72 pascal. Donc 24 372 pascal.
24 372 pascal, ce qui est environ égal à 244 hectopascal. Voilà, je fais la transformation du pascal en hectopascal, donc je divise par 1000 et j'ai par 100 et j'ai le hectopascal. Je fais 243,72, ça me donne 244 à peu près. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je mets dans l'eau du saccharose à une concentration de 10 millimolaires, j'obtiens une force osmotique qui s'exerce sur l'eau d'à peu près 244 hectopascal. Il va y avoir un appel d'eau là où il n'y a pas de saccharose vers l'endroit où il y a de saccharose, une force qui s'exerce sur le milieu qui est égale à 244 hectopascal. Si je fais la même chose pour le NaCl, j'obtiens une concentration, une pression de 453. Donc ça, vous voyez que j'obtiens à peu près le double de la pression. Ce n'est pas le double, mais à peu près le double. Voilà. Donc pourquoi? Parce que je multiplie ici par 2 et je multiplie ici par le facteur de dissociation de NaCl. Là, le facteur de dissociation, donc phi, le nombre de particules, c'est 2. Donc c'est pour ça que, dans le cas, lorsque je mets du saccharose, j'ai 244. Et lorsque je mets de NaCl, j'ai une pression presque le double. Parce que ça dépend du nombre de particules. Voilà la différence entre le saccharose et le NaCl. Voilà. Donc, est-ce que si je mets par exemple dans un milieu, les deux, je mets le NaCl et je mets du saccharose, concentration 10 millimolaires, concentration 10 millimolaires. Alors, si je mets les deux, alors la pression exercée par les deux, c'est la somme. Je fais la somme. J'obtiens donc une osmolarité totale de 28,6. 28,6, donc 10 milliosmoles. 18,6 milliosmoles, je tiens compte que le NaCl, 2 particules, le facteur de correction 0,93 pour NaCl. Et voilà, donc j'obtiens une osmolarité de 28,6. Alors dans ce cas-là, la pression osmotique, je dois tenir compte de ça pour le calcul de la pression osmotique, c'est-à-dire de la force. Alors l'exercice suivant va vous montrer ce que vous avez compris ou vous n'avez pas bien compris. Alors calculer la pression osmotique, voilà ce genre d'exercice que vous aurez à l'examen. Calculer la pression osmotique de l'eau pour une solution contenant 7 grammes de NaCl, mais je considère que la dissociation de NaCl est totale. Et je vous donne la température. Donc là, vous avez presque tout. Je vous donne le poids moléculaire. Donc à partir de ça, vous allez déterminer la concentration molaire. Vous allez déterminer l'osmolarité en tenant compte que la dissociation est totale et que le nombre de particules de NaCl, c'est 2. Une fois que vous avez l'osmolarité, il est facile de calculer la pression osmotique. Très facile. Connaissant R, connaissant T, vous pouvez calculer facilement votre pression osmotique. Alors voilà donc la pression osmotique de, si une solution normale, on aura 2 particules, donc 2,119 milliosmoles. Donc c'est à vous de voir si vous tombez sur ce chiffre-là. Voilà le résultat. Alors il faut juste calculer, hein, il n'y a pas de... Attention, vous pouvez vous tromper si vous ne refaites pas l'exercice. Hein. Faites l'exercice. Alors, le soluté imperméable. Je prends un autre exemple. On va compliquer un peu la tâche. On va mettre du saccharose dans le compartiment A. Donc, je mets 10 millimolaires de saccharose. Et ici, je mets des NaCl. Je sais que NaCl, d'après le calcul, a donné une pression osmotique de 453 hectopascal et que le saccharose a donné 244. Alors, à travers cette membrane, donc il va y avoir un appel d'eau. L'eau va se déplacer.
Et la question est dans quel sens l'eau va se déplacer. Alors, elle va se déplacer dans le sens de A vers B. De A vers B. Pour compenser, donc vous aurez le A vers B, vous avez du C40 244, et si vous avez beaucoup plus, donc l'eau va se déplacer de A vers B. Voilà la somme, donc vous faites la somme algébrique, hein, la somme 244 moins, puisque c'est dans le sens contraire, donc 453, vous obtenez moins 209, donc il y aura un déplacement d'eau vers l'endroit où il y a plus de particules, NaCl. S'il y a moins de particules, il y a plus de particules, donc l'eau va vers les endroits où il y a plus de particules. Donc le passage d'eau va dans le sens où il y a plus de particules. Il va y avoir un appel d'eau. Alors, ici, on va placer ça au niveau cellulaire. On va prendre une solution, une sulfate de potassium. On va la préparer et on va préparer une solution de glucose. On va préparer la solution de glucose et on va préparer une solution de sulfate de potassium. Sont isotoniques. Sont isotoniques, ça veut dire lorsque vous le mettez dans un milieu, par exemple, si je fais un prélèvement de muscles de grenouille, les muscles de grenouille, je les place dans une solution isotonique. Isotonique. Isotonique, ça veut dire il n'y a pas de différence osmotique au niveau membranaire, ça veut dire les cellules sont tranquilles, le passage d'eau est normal, il se fait dans les deux sens, mais il n'y a ni hypotonie ni hypertonie. Donc les cellules sont tranquilles. Si vous voulez faire un prélèvement de cœur, vous devrez mettre votre cœur dans une solution isotonique. Même, par exemple, si la pression osmotique, si l'osmolarité ici est égale à 300 000 osmoles, l'osmolarité doit être égale à 300 000 osmoles. Donc, peu importe la nature de particules, peu importe les ions, c'est le nombre de particules qui compte ici. Alors, si je vais préparer une solution, je vous dis au laboratoire, prélever des muscles de grenouille. Je vous donne une grenouille, je vous dis donc prélever des muscles de grenouille. Vous les placez dans une solution isotonique. D'abord de glucose et du sulfate de potassium isotonique. Sachant que, vous me dites, oui monsieur, je ne connais pas la concentration. Alors vous ne connaissez pas la concentration, je vous dis, NaCl 120 millimolaires, si je place ces cellules dans le NaCl 120 millimolaires, il est isotonique. Ça veut dire que les cellules sont tranquilles. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vais vous dire NaCl, alors préparez une solution de glucose, préparez une solution de sulfate de potassium pour que les cellules soient dans un milieu isotonique. Vous allez me dire, mais je n'ai pas de concentration de glucose, je ne connais pas celle du sulfate. Oui, vous ne le connaissez pas. Je vous donne celle du NaCl et vous vous débrouillez pour trouver celle du glucose et celle du sulfate de potassium. Sachant que, pourquoi? Parce que l'osmolarité, c'est le nombre de particules. L'osmolarité s'en fiche qu'il s'agit du glucose, de potassium, non, il veut le nombre de particules. Si vous avez le même nombre de particules ici, le nombre de particules ici, les cellules sont tranquilles. Mettez du sodium, mettez du potassium de part et d'autre, ce n'est pas la nature de la substance qui est importante, ce n'est pas les charges, c'est le nombre de particules qui est important pour le passage d'eau. L'eau se déplace en fonction du nombre de particules d'ions dissous ou de substances dissoutes. Alors, donc, je vous dis, NaCl, elle est isotonique à 120 millimolaires. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, je vous donne un instant, donc essayez de regarder bien et essayez de ne pas trouver la solution tout de suite, de ne pas voir la solution tout de suite. Réfléchissez, vous allez vous tromper. Vous allez vous tromper à 90% de chance que vous vous trompez. Mais, voilà la solution. Donc, la solution est la suivante. NaCl, c'est 120 millimolaires de NaCl. Je vais effacer. Alors, je vais effacer. Je vais mettre en mode... Voilà. Voilà. Donc, le muscle
est placé dans une solution de 120 millimolaires de NaCl, il est isotonique. Donc il n'y a pas de passage d'eau dans ce cas-là, de part et d'autre. S'il y a un passage d'eau, il est contrebalancé par l'eau de l'autre côté. Si je mets le glucose, il me faut, comme le glucose ne se dissocie pas, alors 120 millimolaires de glucose multiplié par 2 sur 1 donne 240 millimolaires. Il me faut 2 fois plus. Pourquoi? Parce que ici 120 millimolaires, attention, il y a 2 particules, Na et Cl. Donc il me faut à peu près le double en nombre de particules. 120 millimolaires, si je les multiplie, vous aurez 240 particules. 240 particules, donc 2 fois plus. Donc 2 fois plus de particules puisque NaCl se dissocie en 2. Si je mets le glucose, il faut que je double pour que j'obtienne le même nombre de particules. Ici, c'est 120 plus 120, donc ça me donne 240. Il me faut une solution de 240 millimolaires de sodium. Alors là où les étudiants se trompent beaucoup, c'est dans le sulfate de potassium. Alors au jour de l'examen, je vais vous dire le sulfate de potassium. C'est à vous de déterminer la formule. Le sulfate de potassium, c'est quoi? C'est SO4 K2 ou K2 SO4. K2 SO4. C'est beaucoup plus correct. Le sulfate de potassium. Pourquoi? Parce que SO4 moins, et là, il vous faut automatiquement 2 charges plus. Donc 2 fois le potassium. Donc 3 particules. Alors combien il faut mettre de sulfate de potassium? Attention, la plupart des étudiants disent c'est le triple. Non, c'est le contraire. Il nous faut simplement 80 millimolaires. Pourquoi? 80 de SO4, 80 du potassium, 80 du potassium. Donc 80 plus 80, parce que 80, ça me donne 240. Donc il me faut simplement, voilà, 80 millimolaires du sulfate de potassium pour obtenir le même nombre de particules que tout à l'heure, que le NaCl. Voilà. Donc vous avez donc le NaCl dans une solution isotonique, c'est 180, c'est donc 120 et 120, ça me donne donc 240. Voilà, 120. Et ici, il me faut, pour obtenir 240, il me faut 80 plus 80 plus 80 pour obtenir 240. Ici, 240, le glucose, il faut 240, le NaCl, il faut 240. Voilà ce qu'il faut faire. Donc, pour comprendre, attention, attention, cet exercice, vous le faites, vous le refaites une deuxième fois. Un autre exercice. Calculer quelle est la pression osmotique totale à 20 degrés d'une solution contenant, en supposant que la dissociation des ions est totale. C'est facile, très très facile. C'est un exercice qui va vous permettre de calculer. Maintenant, par exemple, je vous donne, vous me préparez une solution d'orangère. Au laboratoire, vous venez, je vous dis, il faut 1 litre d'orangère. Qu'est-ce qu'il y a dans l'orangère? Il y a du sodium, il y a du chlore, il y a du KCl, donc il y a du potassium, il y a du calcium, il y a du magnésium. Et vous avez des flacons. Vous avez un flacon de NaCl, donc il y a de la poudre, du KCl. Vous allez me dire, bon, je vais préparer ça. Je vais préparer 8 grammes. Donc vous mettez 8 grammes, vous mettez 0,20 donc de NaCl, 8 grammes. Vous mettez 0,20 grammes de CaCl2 de chlorure de potassium. Vous mettez 0,20 grammes de CaCl2. Donc vous aurez de la poudre ici. Vous complétez. Attention, on complète à 1 litre, on agite. Il ne faut pas que ça dépasse 1 litre lorsque tout ce produit-là soit dissous. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous mettez votre poudre ici, vous mettez un peu d'eau, vous agitez, donc un peu le volume va augmenter parce que la poudre est dissoute, et vous complétez à 1 litre. Il faut que le volume total soit égal à 1 litre, en présence de cette poudre-là. Attention, la plupart des étudiants dans des laboratoires se trompent. Il ne faut pas faire la chose suivante, c'est faux. Si vous mettez de la poudre et vous rajoutez 1 litre, c'est faux. Il faut mettre juste un petit peu d'eau, vous agitez et
et vous complétez à 1 litre. Là, c'est la bonne solution. Donc, vous tenez compte, calculez la pression osmotique totale. Alors, la valence, c'est-à-dire les ions, les charges, ne jouent aucun rôle dans la pression osmotique. Bon, c'est très facile. Vous faites la somme de tout. Donc, à chaque fois, voilà les calculs. Vous calculez la pression osmotique de ça, la pression osmotique de KCl, de CaCl2, de MgCl2, et vous faites la somme, et vous obtenez une valeur donc, qui est égale à celle de la pression osmotique totale, puisque les pressions osmotiques s'ajoutent. Alors, pour la deuxième partie de ce DD, on va calculer le volume sanguin. Donc, pour déterminer le volume sanguin, donc si vous avez une bouteille, vous voulez savoir le volume du sang ici, le volume, qu'est-ce que vous faites? Vous introduisez une substance dont la concentration est connue. Vous mettez une substance dans ce liquide, dans ce volume, par exemple du sang ou de l'eau, peu importe. Et vous mettez une certaine quantité de substance dans cette bouteille. Vous ne voulez pas casser la bouteille et vous voulez connaître le volume d'eau dans cette bouteille, mais vous n'avez pas d'autre moyen. Alors qu'est-ce que vous mettez? Vous mettez ce produit-là, donc la concentration est connue, une substance qui se dissout dans l'eau, une substance qui est insoluble. Après, vous faites un petit prélèvement de concentration, donc vous déterminez la concentration dans un petit volume, et vous déterminez le volume de distribution, c'est-à-dire le volume de distribution, c'est la concentration sur, donc c'est la concentration sur la quantité, pardon, c'est la quantité que vous avez mis dans la bouteille sur la concentration. C'est ça le volume de distribution d'une substance. Alors c'est cette technique qu'on utilise pour déterminer le volume de distribution du milieu intérieur. Si je veux le milieu extracellulaire, je dois injecter une substance qui ne diffuse que dans le milieu extracellulaire. Après un certain temps, je fais des prélèvements avec une seringue, je vous enlève un peu de sang et je fais déterminer par spectrophotométrie les concentrations, autant T égale à 0, autant T égale à 1, autant T égale à 2, et je fais une cinétique, l'évolution de la concentration en fonction du temps. Et je peux, grâce à ça, je peux déterminer une courbe. Généralement, la courbe, il est comme ça. Il monte rapidement. Pourquoi il monte rapidement? Donc, il suffit de regarder le cours. Et puis, vous avez ça je l'ai expliqué en cours, pour la détermination de volume de distribution. Donc, regardez votre cours. Alors, si vous voulez, donc, je vais effacer parce que sinon, vous n'allez rien voir. Alors, donc, le sang, à partir d'un volume plasmatique, et connaissons l'hématocrite. Alors, l'hématocrite, je vous rappelle ce que c'est que l'hématocrite. L'hématocrite, vous prélevez le sang, vous centrifugez, et vous obtenez les globules ici, les globules, la quantité de globules, le globule rouge, les globules blancs et les plaquettes. Donc, vous mettez cette distance-là sur cette distance-là. Et donc, vous avez, pardon, c'est la distance B sur A. C'est B sur A. Il va vous donner l'hématocrite. Vous pouvez l'exprimer en pourcentage. Donc, c'est V2 sur V1, ou bien simplement la hauteur du tube. Si le tube est constant, il n'est pas déformé. Soit vous utilisez V2, le volume, sur V1, multiplié par 100 pour obtenir le pourcentage. Une hématocrite de 45%, c'est chez l'homme est normal. Au-dessus, il n'est pas normal, le nombre de globules rouges est très élevé, soit c'est un dopage, soit c'est une polyglobulie. Si vous avez une diminution de l'hématocrite, chez l'homme 45%, chez la femme c'est à peu près 38%. Alors, si vous avez donc une diminution de ces valeurs-là, c'est que vous avez une maladie au niveau de la moelle osseuse qui fabrique les globules rouges. Vous n'avez pas assez de globules dans votre sang. Donc quand vous avez un excès, c'est une polyglobulie. Donc on a parlé de ça au cours. Alors, donc connaissant le volume plasmatique et l'hématocrite, c'est-à-dire
le volume plasmatique sanguin occupé par les cellules, on peut calculer le volume sanguin. Voilà, vous utilisez cette équation pour déterminer le volume sanguin. C'est le volume plasmatique multiplié par 100 sur 100 moins l'hématocrit si vous voulez déterminer le pourcentage. Alors, je vous donne un exemple pour que vous compreniez. Par exemple, si le volume plasmatique est égal à 3500 ml, 3 litres et demi, votre volume sanguin sera de, ici l'hématocrit est égal à 38%, ici 38%, donc 3500 multiplié par 100 sur 100 moins 38 qui est l'hématocrit, il vous donne un volume de 5 litres 600, donc ce qui est tout à fait normal chez l'homme. 5 litres jusqu'à 6 litres, c'est normal chez l'homme. Alors, voilà donc un discours sur comment on calcule le volume du sang. Vous lisez. Et je vous donne un exercice pour mieux comprendre. J'ai un monsieur L qui a 30 ans, qui a 70 kg. Ce monsieur-là, il va recevoir une 10 ml, une injection. Donc on va lui injecter 10 ml d'une solution 1% de bleu d'Evans. Alors le bleu d'Evans, on a parlé en cours. Alors 1%, qu'est-ce que ça veut dire 1%? Toujours 1 gramme 100 ml. Toujours. En pourcentage, c'est 100 ml, donc 1 gramme injection d'une solution de bleu d'Evans. Donc on va injecter une solution. Je ne vais pas injecter 1 gramme, je vais injecter uniquement 10 millilitres. Alors, dans un échantillon sanguin, donc après un certain temps, on va faire des prélèvements. Donc je vais lui enlever le sang. Je fais un prélèvement au bout de 10 minutes. On va prendre un peu de sang de monsieur L, l'Arbé ou un autre monsieur. Donc, je vais lui prendre un peu de sang et je vais déterminer mon hématocrit. L'hématocrit, donc je centrifuge, j'obtiens le volume de globules rouges par rapport au volume total. Donc BA, je fais B sur A et j'obtiens l'hématocrit. J'obtiens 45%. La concentration du colorant dans le surnageant étant de 0. Donc je détermine la concentration, donc l'hématocrit, et en même temps je fais au spectrophotomètre, je détermine la concentration de bleu d'Evans dans le sang. La concentration me donne 0,037 mg par millilitre. Quel sang? La question est la suivante, attention, souvent vous aurez ça à l'examen, hein? Souvent. Faites-le plusieurs fois, monsieur. C'est très important. Alors, voilà la concentration, c'est 0,037, c'est la concentration de bleu d'Evans dans le sang, au bout de 10 minutes. Je vous demande d'abord calculer le volume du sang de M. L, et après, vous déterminez est-ce que les valeurs que vous allez trouver sont des valeurs normales. Alors, j'efface, je reviens en mode, voilà. Voilà l'exercice. Le volume du compartiment est égal à la quantité de marqueurs sur la concentration. Donc c'est la quantité Q pour déterminer le volume sanguin. Toujours, donc j'ai V, le volume de distribution, c'est Q sur C. Quantité injectée sur la concentration. La quantité injectée, c'est 10 ml d'une solution 1 g. 10 ml d'une solution 1 g. Donc si je prends 100 ml, j'ai dit il est 1%, donc ça veut dire 1 g dans 100 ml. Mais je n'ai pas injecté 100 ml, j'ai injecté uniquement 10 ml. Je n'ai pas injecté 100 ml. J'ai injecté uniquement 10 ml. Donc, ce qui va me donner 100 mg. Voilà. Parce
que ici, on vous dit une injection de 10 millilitres d'une solution à 1 gramme 100 millilitres. Si je prends 100 millilitres, j'injecte 100 millilitres, j'ai injecté 1 gramme. Mais je n'ai pas injecté 1 gramme. J'ai injecté uniquement 100. Donc j'exprime ça en milligrammes. Je fais la transformation en milligrammes au lieu du gramme. C'est 100 milligrammes que j'ai injecté à monsieur L. Dans un premier temps, voilà la quantité injectée. La concentration étant de 0,037. Pourquoi j'ai fait ici les milligrammes? Parce qu'il me faut des milligrammes. Voilà 0,037 milligrammes. Je fais 100, donc je fais le rapport entre 100 et la concentration plasmatique. Alors, voilà ce que j'obtiens. J'obtiens, lorsque je fais le rapport, le volume plasmatique. C'est le volume du sang. Le volume plasmatique. Parce que la substance va diffuser dans le plasma. Elle ne va pas diffuser dans les globules rouges. Elle reste dans le plasma. J'obtiens un volume plasmatique de 2700 volumes plasmatiques. Alors le sang fait un liquide qui fait les globules rouges. Donc ça, la substance va diffuser dans le sang, dans le plasma. Elle ne diffuse pas dans les globules rouges, uniquement dans le plasma. Et donc, le volume plasmatique que je veux obtenir est 2700 millilitres, auquel il faut lui ajouter le volume occupé par les globules rouges. D'où je vais obtenir ça? J'ai l'hématocrite. Voilà, je fais après à l'hématocrite, c'est le volume sanguin, et apprenez cette formule pour l'examen, c'est très important. Le volume sanguin, c'est le volume plasmatique sur 1 moins l'hématocrite. Donc c'est la même chose. Tout à l'heure, je vous ai donné en pourcentage par 100. Donc si vous multipliez ici par 100, il y a 100 moins l'hématocrite. Sinon, vous enlevez le 100 et vous mettez 1 moins l'hématocrite. Voilà la formule qui vous donne le volume du sang. Le volume du sang, c'est-à-dire le plasma plus les globules rouges. C'est ça le volume du sang. Alors, voilà ce que j'obtiens. J'obtiens 4,9 litres. Est-ce que cette valeur de 4,9 est normale? J'obtiens chez monsieur L un volume sanguin. Vous voyez que j'ai déterminé le volume du sang de monsieur L alors que je ne l'ai pas vidé. J'ai simplement fait quoi? Je lui ai injecté du bleu d'Evans, j'ai fait des prélèvements, j'ai fait une centrifugation, j'ai déterminé la concentration. Alors c'est comme ça qu'on peut déterminer le volume du sang d'un animal, un chien, un rat au laboratoire. Si on veut travailler sur le rat, on lui injecte une substance, sachant que cette substance ne diffuse que dans le compartiment que je vais mesurer. Si je veux mesurer le sang, je dois injecter une substance qui reste dans le sang, comme le bleu d'Evans. Si je veux le milieu extracellulaire, je dois utiliser comme les substances que je vous ai données en cours, qui ne diffusent que dans le milieu extracellulaire, c'est-à-dire dans le sang, plus le liquide interstitiel. Si je veux une substance si je veux déterminer le volume total d'eau qui se trouve dans le corps, je dois injecter une substance qui diffuse dans le sang, dans le liquide interstitiel et dans la cellule. À l'intérieur de la cellule, dans ce cas-là, j'aurai le volume total d'eau qui se trouve dans l'organisme d'un animal ou d'une personne. Alors, est-ce que cette valeur est normale? Pour moi, il est normal. À peu près 5 millions. Donc chez l'homme, c'est ça, 5 à 6 millions, c'est bon. Si vous avez plus, ça c'est un problème de globule rouge, donc dans le cas de départ, si vous avez moins, donc ça c'est 4,95, vous dites qu'il est normal, le volume sanguin étant de à peu près 5. Voilà, donc pour le TD2, je crois que je vais vous envoyer ultérieurement la diapositive ou la vidéo concernant le TD2.